super belle sélection musicale. Merci DJ Marc qui nous a accompagnés durant ces 10 jours. La chanson de Patrick Bruel dit « On s'était dit rendez-vous dans 10 ans ». Nous, c'est l'année prochaine qu'on vous donne rendez-vous pour un nouveau salon du livre. Puisqu'aujourd'hui, oui, le salon tire à sa fin. C'est la dernière journée. Vous avez encore jusqu'à ce soir à 22 h pour venir admirer les beaux livres, rencontrer les auteurs et encore participer à beaucoup d'activités, dont une activité qui est très intéressante ce soir et qui est inédite cette année, le concours éthique de la meilleure traduction qui aura lieu à 18 h à la salle de conférence -1 et ça s'adresse, selon la brochure, aux jeunes de, aux jeunes de 15 ans à 115 ans. Donc c'est à la salle -1, salle de conférence à 18 h. Et en fait, ce qui est intéressant durant ces derniers jours du salon, c'est qu'il y a beaucoup de prix qui ont été attribués, dont le fameux Choix de l'Orient. Ce prix a été attribué vendredi et le lauréat de ce prix, Goncourt Choix de l'Orient, c'est l'ouvrage Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie Azoulay. Voici donc cet ouvrage-là qui a remporté ce prix littéraire très attendu, puisque ce sont de jeunes lycéens, de jeunes étudiants de plusieurs universités de la région, de 10 universités, qui ont participé pour choisir cet ouvrage-là parmi la deuxième sélection de la liste Goncourt. La liste Goncourt qui aura lieu le 4 novembre. Ce grand prix Choix Goncourt va avoir lieu le 4 novembre. En attendant, donc, les prix ici se suivent et ne se ressemblent pas. Parmi ces prix-là, également le prix Phénix, un prix qui accompagne le salon depuis 15 ans et que va nous présenter Maître Alexandre Najar, avocat et écrivain, dans cette entrevue. Cette année. Donc cette année, ce sont deux lauréates. Donc Lamia Ziadeh pour Aux nuits aux mes yeux et Zena Abirached pour le piano oriental. Donc ça c'est le piano oriental de Zena Abirached, Mabrouk, félicitations. Et ça c'est Aux nuits aux mes yeux de Lamia Ziadeh. De très beaux ouvrages et beaucoup de photos cette fois. Oui, en fait, le prix en général récompense des romans, des essais, des poètes, mais cette année, les membres du jury ont été très sensibles à ces deux ouvrages, qui sont des ouvrages graphiques. Donc l'un, c'est une BD qui se rapporte au Liban, et l'autre, c'est un livre graphique qui nous transporte dans le monde des stars du monde arabe, mais enfin ceux des années 60, des années 50. Mais tous les deux sont extrêmement bien faits, et les deux auteurs sont d'un grand talent. Et je crois que le jury a été très sensible à ces deux œuvres. Et donc, ils ont voulu les récompenser tous les deux ex aequo. Et donc, elles recevront leur prix en décembre, en principe. Et donc, pour nous, c'était une grande surprise parce que d'habitude, on récompense beaucoup plus des romans. Mais je pense que rien n'empêche dans le règlement. Donc, c'est une joie pour nous aussi d'encourager ces deux jeunes talentueuses auteurs. Maître Najar, les critères de sélection, donc c'est quoi exactement et le jury est composé de qui? Oui, donc le jury est présidé par Amin Malouf et il est composé de Nicole Avril, Mona Bchara, Daniel Rondeau, Paul Constant, Lucien Georges, Vénus Khourirata, Josiane Savigno, Salah Stetiye et Jabour Douaïhe. Donc c'est à la fois des écrivains libanais et français. Et en fait, le critère, c'est, comme je l'ai dit, donc un ouvrage d'un Libanais en français ou un Français qui écrit sur le Liban. Et chaque fois, donc, il y a une présélection parce qu'on reçoit beaucoup de livres. Et donc voilà, donc le jury a été assez partagé, mais finalement, ce sont ces deux livres qui sont sortis du lot et qui ont obtenu donc ce prix. Excellent. Et cette année, vous participez aussi à une première au Salon du Livre de Beyrouth, qui est la présence d'un stand de l'Ordre des avocats de Beyrouth. Oui, donc ça c'est ma casquette avocat, pas écrivain. Comme je suis le président de la commission francophone au Conseil de l'Ordre, donc cette commission a décidé, avec tous les membres qui ont été très actifs et que je remercie pour leurs efforts, donc l'Ordre des avocats a un stand au Salon du Livre qui présente les œuvres de 100 avocats libanais en français. Moi, je n'imaginais pas qu'il y avait 100 avocats qui ont écrit en français, aussi bien des ouvrages juridiques, et c'est la majorité, en fait, ce sont des ouvrages juridiques, et quelques ouvrages littéraires. Donc, Pour faire le point sur cette dernière journée du Salon du Livre francophone de Beyrouth en sa 22e édition, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre de la Culture et des Mouaraïji. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, Monsieur le ministre, c'est la deuxième année en fait que vous accompagnez le salon en tant que ministre. Oui. Quelle est votre impression pour ce salon?
Bon, le salon en général est devenu une étape indispensable de notre agenda culturel, une étape très importante. Aussi, ce salon démontre l'attachement des Libanais en général à la culture, à la lecture et en plus particulier à la francophonie et au français. Aussi, les différents thèmes qui ont été abordés dans les tables rondes, les colloques qui ont eu lieu, sont une preuve que les Libanais sont toujours attachés, très attachés, à la liberté d'expression, à la liberté de lire, de discuter, de donner leur opinion. Et ça, c'est très important pour moi. Au niveau du salon, c'est une réussite, c'est un très beau salon. On voit Chaque beaucoup de année, gens. ça répond plus aux attentes Oui. du public, n'est-ce Oui, pas? c'est vrai. Il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de beaux livres. Et il y a beaucoup de Libanais aussi qui viennent. Maintenant, la clôture, c'est dans 2 heures ou 3 heures. Je vois beaucoup de gens qui arrivent. Et aussi beaucoup de gens qui participent aux différentes tables rondes qui ont eu lieu. C'est de bon augure. Et voilà, malgré toute une ambiance très difficile. Peut-être c'est un locale. échappatoire. Ce salon est un échappatoire vers la beauté, vers C'est un la rayon de littérature. soleil. C'est un rayon de soleil. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, le ministère de la Culture accompagne toujours et soutient toujours ces événements-là. Et c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour les Libanais. Oui, bien sûr, c'est la moindre des choses. C'est le rôle du ministère de la Culture d'accompagner tout ce qui est culturel. À plus forte raison quand c'est un salon du livre et la francophonie, puisque le ministère, c'est le ministre de tutelle de la francophonie au Également. Liban. Et cette année, vous qui êtes avocat, vous avez eu un stand de Du l'Ordre barreau des de Beyrouth, avocats. c'est Ça vous a vrai, fait plaisir cette année? Ça me fait beaucoup plaisir. C'est une idée géniale d'exposer les livres des avocats libanais qui ont écrit en français. Justement. Et la surprise, c'est qu'il y a une centaine. Mais c'est ça. Je ne savais pas. Et c'est des romans, c'est pas simplement aussi des romans, écrits ce n'est pas des juridiques, écrits pas juridiques, seulement c'est ça. ça. Et c'est extraordinaire, je ne savais pas que mes collègues écrivaient tellement en français. Ils J'en suis parlent ravi. bien et ils écrivent bien, ça c'est super. Oui, bien sûr, et c'est une bonne chose. Surtout que le barreau de Beyrouth, les deux barreaux, le barreau de Beyrouth et le barreau de Tripoli, sont toujours porteurs des étendards de la liberté d'expression. Je voudrais dire que le Liban est contre tout ce qui est pensée unique qu'on essaye d'instaurer dans cette région du monde. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous, merci Merci à de soutenir l'AMTV toutes ces aussi activités. d'accompagner toujours le Salon du Livre. Merci. Merci. Sur les larmes de ton plafond, toujours le même film qui passe, le même film qui passe. Une tradition depuis l'année dernière, c'est l'attribution d'un prix pas comme les autres au Salon du Livre de Beyrouth. C'est un prix littéraire, oui, mais c'est un prix littéraire gastronomique et qui récompense le meilleur livre qui parle de gastronomie. Nous allons interviewer à présent Dr Nour Abbas, qui est pédiatre, qui est spécialiste du goût et qui est l'ambassadrice des bonnes choses à tous les niveaux, n'est-ce pas, Noha? Donc, Dr Abbas, dites-moi, vous avez donc annoncé ce prix il y a quelques instants à peine. Oui. C'est qui a remporté le prix Ziryab pour l'année 2015? Alors, le livre qui a remporté le prix Ziryab cette année, c'est le Sel de Ré. Oui, il est super. De Stéphane Baïk, représenté à Beyrouth par M. Mathieu Chevara, président des éditions Le Contrepoint, qui nous a fait l'amitié de venir alors qu'il ne connaissait pas Beyrouth, qui est passé 3 jours avec nous. Et franchement, ce livre est un trésor. Je disais tout à l'heure en présentant le livre que les repas entre amis et que l'amitié était le sel de la vie et que le sel en cuisine était un élément indispensable. Indispensable. C'est comme l'amitié et comme les repas à la vie de tous les jours. Je crois que c'est ça qui fait le charme de la vie. Et le sel est un exhausteur de goût absolument fabuleux. Il a été vu dans ce livre sous un angle absolument génial parce qu'en fait, le livre est divisé en 4 parties. Une partie qui parle des marais salants de l'île de Ré. Oui. Le sel de l'île de Ré est un trésor qui est sur toutes les tables mondiales, les plus belles tables du monde. Et donc Stéphane l'a mis en valeur de façon très humaine parce qu'il a parlé du sel, mais il a également parlé des producteurs du sel, des sauniers. Il a parlé de la représentation du sel à travers... il a eu l'idée de demander à 15 chefs
étoilée de faire chacun une recette Salée. pour le livre. Bien salé. Bien salée. Alors, il y a des images magnifiques Oui, que vous nous montrez, très qui sont à la jolies. fin. Oui, oui. Et donc, il y a Yves Candebord, il y a Alexandre Gauthier, il y a Patrick Roger, il y a... Voilà, tous ces chefs, ce sont vraiment, les photos sont d'une qualité Très magnifique. joli, vraiment. Et c'est un livre vraiment pour les fêtes de fin d'année que je vous recommande de mettre dans toutes les Ah hottes bah oui. du Père Noël. Quand on mange Voilà. beaucoup, hein. Alors, Dites-moi, à propos de ce livre, un petit mot. Mathieu, vous avez un j'ai petit mot passé à dire, comment vous le qualifiez? C'est un livre qu'on a essayé d'inscrire dans une certaine qualité, une certaine esthétique des livres de cuisine, mais qu'on a aussi et surtout essayé d'associer à une histoire d'hommes et de femmes qui aujourd'hui sont très impliqués dans la production du sel de l'île de Ré. Et c'était aussi par la cuisine de recréer ce parcours assez exceptionnel qui permet au sel, à l'état naturel, dans l'eau de mer, de passer par différentes étapes pour arriver jusqu'à la table des plus grands chefs. Et le tout par un regard photographique qui est celui de Stéphane Baïk, un très grand photographe culinaire qui nous a étonnés, nous en tant qu'éditeurs et en tant que partenaires de son travail, de la qualité des différents regards qu'il peut avoir à la fois sur les aliments à l'état brut, sur les plats dressés par les plus grands chefs ou les hommes dans leur travail au quotidien dans les marais salants de l'île de Ré. Excellent. Donc c'est vrai, un vrai plaisir pour les yeux et pour les papilles. oui, n'est-ce alors pas? je voudrais donc vous dire que le sel a pris le fil de l'eau Oui. et il est arrivé de l'île de Ré jusqu'à la Méditerranée par le biais de la culture, Ah des bah mets oui. et des mots. Je voudrais rajouter que nous avons cette année un prix spécial du jury Oui. qui a été attribué à Monsieur Guy Savoie. Ah, d'accord. Pour son livre Savourer la vie, Oui. n'est-ce pas? Et ce livre, que tu peux en parler, qu'il m'a dédicacé très joliment parce que c'est un ami que je suis depuis longue date. Guy, c'est une confession très touchante parce qu'il raconte comment, quand il était enfant, il était en classe de 8e et qu'il disait à sa professeure, qu'il disait « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ?» Il disait « Je veux être cuisinier ». Elle lui disait « Cuisinier, ce n'est pas un métier ». Et aujourd'hui, cette dame vient dîner chez lui au restaurant une fois par semaine et il est très heureux de lui faire savourer la vie. Ah, bah c'est excellent. Alors, il y a à la fin du livre quelques recettes dites a cappella, c'est-à-dire il n'y a pas de photo, il n'y a pas de support photographique. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner le prix. Pour nous, Il faut je aussi qu'il y ait rappelle, des images qui voilà, l'accompagnent. le prix doit raconter une belle histoire culinaire de tradition et de transmission, mais il doit également s'appuyer sur un support photographique indispensable. Merci beaucoup, Dr Bass, Merci et à à l'année vous. prochaine pour le Certainement. nouveau prix Zériab. D'accord. Merci. Merci, Elsa. Merci à vous. Dans le comté du Connemara, il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ringham Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas. J'accuse les hommes un par un. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne vous ai pas encore dit bonsoir. Je viens d'arriver sur le plateau avec Kamal Hakim, que voici. Bonsoir Kamal Hakim. Rapprochez votre micro, Voilà. qu'on vous entende comme il faut. Alors, vous êtes BDiste. C'est Absolument. votre toute première BD. Je la montre. Le temps des grenades. Et c'est pas le fruit. Et c'est pas, ça pourrait être un jeu, justement. Ça il pourrait faut- être un jeu de mots, oui, mais Voilà. c'est pas le fruit, il me semble, puisque nous avons la guerre en toile de fond. Absolument. Alors, c'est une BD autobiographique. Avec une petite part de fiction quand même, Oui, mais qui se déroule en 82 et qui tourne autour d'un drame familial. Donc c'est c'est l'histoire- votre oncle qui a c'est été mon oncle qui est assassiné assassiné, avec exactement. son épouse. Sans son épouse, Sans son non, épouse. non, non. D'accord. C'est juste lui qui est assassiné et 30 ans plus tard, il y a le neveu qui est moi, donc qui décide d'essayer d'entamer une sorte d'enquête pour essayer de comprendre pourquoi et répondre à certaines questions. Et donc du coup, il se retrouve en train de brosser le portrait d'une génération à travers une série de témoignages qu'il va dresser. Voilà. Donc tout ça se passe à travers les yeux de sa grand-mère avec laquelle il a tissé des liens très particuliers quand même. Absolument. Donc c'est le prétexte d'un week-end où le neveu se retrouve avec sa grand-mère.
Voilà, Et- le petit-fils. Le petit-fils. Petit-fils. En fait, vous racontez et une histoire que tout le monde connaît, je crois. C'est qui- une histoire universelle et qui touche, je crois, toutes les familles Mais libanaises. même l'histoire de votre oncle, je crois que tout le monde est au courant de son identité et de l'histoire telle qu'elle a eu lieu. Ouais. Et vous la replacez dans un contexte que vous vous appropriez, bien entendu, puisqu'il y a Absolument. quand même votre touche. Ouais. Et vous, vous regardez cette guerre avec des yeux qui ne l'ont pas connue quand même. Est-ce que vous avez réellement eu un échange de la sorte avec votre grand-mère? Ma grand-mère est un élément un petit peu passif parce qu'elle ne parle pas nécessairement de son fils assassiné. Donc mais c'est quand même un havre de paix que je retrouve à travers elle. Donc pour le jeune garçon qui a grandi durant la guerre, ma grand-mère a été ce havre de paix où je me sentais en sécurité. Donc avec elle, j'ai voulu me doter d'une mission et être le super Avenger qui, donc comme je mentionne, faisait pipi dans sa culotte et qui devait contrôler sa vessie. Alors, vous décrivez la guerre comme une sorte de tension qui tient le bateau amarré, alors que la paix, elle, le relâche. Et la paix n'est pas rose. Du tout. Justement, à la fin de la guerre, le dégel affecte donc toutes les familles libanaises, dont ma famille, et mes parents se sont quittés. Et en même temps, ça nous a permis de mûrir et de sortir de ce que ça a été que la guerre, qui était une prison où on avait l'illusion d'une tranquillité, mais en même temps qui cachait plein de trucs. Alors, au démarrage de votre BD, il y a le Il faut aller jaune. dans la survie, en fait. Je voulais parler un tout petit peu de Oui. l'illustration. Absolument. Donc, au démarrage de la BD, le jaune prime. Vous travaillez un peu par couleur. Effectivement. Le jaune représente Beyrouth et ce côté suffocant et chaud que le mois d'août donne à la ville. Donc j'ai voulu représenter Beyrouth à travers le jaune et Paris avec le bleu. Devoir de mémoire aussi pour cette BD. Absolument, complètement. Kamal Hakim, merci beaucoup d'être Je venu vous en nous prie. présenter Le Temps des Grenades. Je vous en prie. Et bonne continuation, Merci. puisque c'est la première. Absolument. Ne sont que minutes et jours. Et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser des murs, en soufflant dans des trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Nadia Tayar, bonsoir. Contre-cœur est votre 4e roman. Une magnifique histoire qui nous fait croire à nouveau en l'amour-passion, en l'amour-fusion, jusqu'au moment où vous allez installer un nuage. Oui. Pourquoi vous aviez besoin d'installer un nuage, Nadia Tayar? On était tellement bien sans. Bon, parce que l'amour-passion, c'est très beau, mais c'est un peu utopique, je dirais. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'un contraste entre l'épouse et son mari à cause de non-dits. Et au fait, elle veut absolument avoir des enfants. Et il n'y a lui pas n'en que les veut pas. non-dits, il y a quand même le résultat d'une blessure d'enfance qui est en train de se répercuter dans leur vie de couple. Alors c'est Jules et Maggie qui s'aiment éperdument, se marient, sauf que Jules ne veut pas d'enfant à Exact. cause d'une blessure qui lui a été infligée dans sa propre enfance. Exactement. Blessure qu'il va cacher à Maggie plus ou moins. Et le livre va tourner autour de cette confrontation entre l'amour et le désir de maternité parce que Maggie veut absolument avoir un enfant. Au fait, c'est la fibre maternelle qui l'emporte sur la passion. Et ça, je peux le comprendre. Quand une femme désire avoir un enfant jeune comme elle était, belle comme elle était, je trouve que c'est tout à fait plausible. Alors, quand on est lecteur de ce livre et qu'on a envie de croire à l'amour, on est presque enragé de voir Maggie mettre à l'épreuve un tel amour pour un désir qui n'a même pas vu le jour encore. Si, au départ, elle savait pertinemment qu'elle était enceinte, puisque quand elle l'a quitté... Oui, mais elle le planifiait déjà dans sa Oui. tête. Elle voulait cet enfant, Oui. elle était prête à mettre en péril son couple pour cet enfant Exactement, exactement. Alors, évidemment, le livre va finir sur une libre interprétation. Oui, On absolument. ne va pas raconter la fin du tout, parce que de toute façon, chacun s'approprie la fin comme il l'entend. Absolument.
Pourquoi vous avez voulu cette fin, Nadia Ben, Taya? je trouve que ça met un peu de peps. Voilà, et puis ça donne envie au lecteur de relire peut-être une suite. Vous allez construire Non, une suite? honnêtement, c'est pas dans mes intentions, mais pourquoi pas, peut-être un jour. Vous planchez sur quelque chose déjà, Oui, Nadia Taya? absolument. Un autre planche, thème? tout à fait différent. Je suis en train d'écrire un livre sur la ville d'Héliopolis, en Égypte, la ville du soleil, où j'ai vécu ma tendre enfance. Et ce n'est pas vraiment un livre d'histoire, je ne suis pas historienne. Je fais un monologue, entre guillemets, à double voix entre l'enfant que j'étais et l'adulte qui retrouve cette ville après X années d'absence. Donc l'enfant va évoquer des souvenirs et l'adulte va réexpliquer à l'enfant ce que c'est et pourquoi. L'enfant, évidemment, ne sait pas le pourquoi, le comment. Donc voilà, c'est présenté sous forme de roman. Et ça sortira quand? Il me faut quand Prochain même un salon peu du de livre? temps, j'espère. Mais je suis également poète et je ne sais pas si j'ai pas eu le temps de publier, mais j'ai écrit un très très beau poème sur le Liban. En tant que Libanaise habitant la France, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Non, mais on vous recevra certainement pour en parler à nouveau. Merci beaucoup, Nadia Taya. Merci à et à la vous. prochaine. Merci à Au revoir. vous. Tu n'es connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarquer ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec les marins. Bonsoir, Oda Kerbaj. La dernière fois que je vous avais reçu, vous m'aviez reproché de dire que vous écriviez de petits textes avec des photos floues. Là, alors du coup, vous avez complètement éliminé les photos et vous avez élargi le texte. Ah bah c'est vrai, on a oublié le micro. Oui, bon, c'est on parce que recommence. c'était familier, non mais je n'ai pensé qu'à vous en écrivant ce livre. D'accord, bah, c'est gentil quand même. Mais les loups de Dieu, il y a un sacré cri de colère là-dedans. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Beaucoup de choses. Il s'est passé qu'il a fallu aussi pouvoir parler d'un regard très intérieur de plusieurs femmes et d'arrêter de regarder parfois les femmes d'un point de vue extérieur. Il s'est passé aussi que nous vivons dans une société où il y a beaucoup plus de liberté, mais où on peut condamner vachement plus vite les gens et les décisions et les choix, et que finalement nous sommes tous des êtres de Dieu, entre guillemets, des êtres de la vie, et que nous avons tous besoin de retrouver notre place dans cette meute avec nos blessures, nos choix et nos succès, dans une meute quelconque pour pouvoir aussi prendre la vie, la croquer d'une autre manière. Alors, il ne s'agit pas que de loups, puisqu'il y a les louves qui sont très présents dans le livre. C'est un cri de colère, certes, sur la condition peut-être de la femme dans l'absolu. C'est aussi un cri d'amour. Il y a beaucoup d'amour en filigrane dans ce livre. Bien sûr. Toutes sortes d'amour. Bien sûr, parce que comme la foi, l'amour est un moteur de la vie. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas seulement du côté sentimental ou fleur bleue de l'amour ou les films d'amour, mais je parle de l'amour, le sentiment qui nous pousse à effectuer des choses extraordinaires. Ça peut être l'amour d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un chien, de n'importe quoi, de n'importe qui nous pousse à réaliser et nous réaliser nous-mêmes dans la vie, et qui nous pousse aussi à tenir lorsqu'on est face à tellement d'épreuves que parfois tout semble être fermé devant nous. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de ce livre dans votre vie, où c'est le résultat d'une réflexion globale? C'est en même temps le résultat d'une réflexion globale, et il y a eu plusieurs déclencheurs qui ont été tous la mort de quelqu'un. Donc il y a eu une série de morts dans mon entourage qui m'ont fait beaucoup réfléchir à l'histoire de la vie, de la mort. Déjà, dans votre précédent livre, vous le dédiez à vos amis qui étaient partis. Oui, toujours, je le ferai toute ma vie, parce que je pense que nous, en tant que vivants, on doit aller vers la vie, vers la joie, on doit vivre, mais pour vivre aussi, il ne faut pas oublier ceux qui sont morts, qui nous portent, parce que le soir, quand vous êtes seul parfois,
combien de fois les gens implorent leurs disparus pour qu'ils les aident. Donc du coup, si on peut le dire dans l'intimité, c'est bien aussi de toujours parler d'eux dans la vie, tout en avançant, parce qu'ils nous aident à avancer, ils avancent avec nous, et nous, à ce moment-là, nous ne vivons pas seulement dans le passé. Cette année, il y a 2 personnes en plus qui sont ajoutées à la liste des disparus, mais je les chéris tous très fort, de la même manière, et ils m'aident énormément à avancer. Hoda Garbache, je rappelle que vous signez Les Loups de Dieu, Noir, Blanc, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté. Elle passe ses nuits sans dormir. Lina Mornamé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous signez ce soir Fatwa et caricature, la stratégie de l'islamisme. Il a été beaucoup question de la radicalisation de l'islam sur ce salon dans de nombreux ouvrages. Qu'est-ce que vous concevez dans cette stratégie de l'islamisme ? Bon, premièrement, je ne voudrais pas qu'on confonde islamisme et islam, ou bien islam et islamisme musulman. Vous trouvez qu'on fait encore la confusion aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe ? Et je trouve qu'aujourd'hui, bon, même quand on ne fait pas la confusion, les musulmans sont victimes et les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que les chrétiens ne se rendent pas compte que les musulmans vont être les premières victimes de l'islamisme. En tout cas, c'est ce que nous voyons avec Daesh. La majorité des personnes tuées par Daesh sont des musulmans. Pas seulement des chiites, même des sunnites. En un jour, les Chouaïtat, une tribu sunnite de Deir ez-Zor, ils ont eu 2000 personnes égorgées en un jour. À partir de 15 ans, 2000 civils. Donc, Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu que la terre est rouge quand on le voit si blanc. Donc vous dénoncez en fait cette espèce de stigmatisation qui entoure l'islam aujourd'hui quelque part. Je dénonce, disons, oui, d'une part, cette stigmatisation qui entoure les musulmans, pas l'islam, et en même temps, je montre la stratégie des islamistes, c'est-à-dire, je remonte jusqu'aux frères musulmans, et je montre que tout Daesh, tout ça, c'est dérivé des frères musulmans. Je montre leur stratégie en Europe, depuis l'affaire du voile, qui a été faite par les frères musulmans. Ce n'était pas pour des affaires religieuses, c'était pour des affaires beaucoup plus politiques que ça. Je raconte les massacres qu'il y a eu dans le tiers-monde à cause des affaires des caricatures danoises. L'affaire des caricatures danoises, les gourous de là-bas, de France. Et les djihadistes en Orient. Ça, c'est une chose nouvelle de voir des jeunes comme ce petit enfant qui a 12 ans. Oui, justement, j'allais en venir à la couverture de votre livre. On voit un enfant, justement, enrôlé. Oui, qui est venu tuer en Orient. Et ce phénomène est en train d'augmenter de plus en plus à cause de la propagande qui est financée là-bas par certains États. Et les États occidentaux conspuent les petits terroristes, ils les mettent en prison. Et les grands, ceux qui les financent ne sont pas responsables. Personne n'y touche, personne ne leur dit rien. C'est un ouvrage qui est en français. Vous souhaitez atteindre quelle tranche de population ? En France ou ailleurs. Je souhaite atteindre avant tout la population française parce qu'il y a une guerre civile qui menace là-bas. Vous êtes très sûr de ce que vous dites ? Je suis absolument sûre, oui. Dès qu'il y a eu le massacre de Charlie Hebdo, je me suis dit, pauvres musulmans. Lina Mornamé, merci beaucoup. Attendez, c'est des deux côtés, attention. Il y a des musulmans qui poussent à tuer les chrétiens, il y a des chrétiens qui poussent à tuer les musulmans, et il y a des livres qu'on vend à Paris même qui vous disent qu'il faut tuer le musulman qui ne fait pas ses prières, qu'il faut amputer les mains. Ils vous expliquent qu'il faut accrocher la main au cou après l'avoir amputée. Ça, c'est à Paris, hein. Qu'on peut coucher avec les esclaves, les violer, en d'autres termes, qu'on peut avoir des esclaves, mais tout ça, c'est contre la loi française. On décapite au sein de la France aussi. Oui. Mais ça, c'est après que j'ai commencé à faire ce livre. Mais c'est une situation absolument effroyable dans laquelle nous vivons. Lina Mornamé, merci beaucoup. Merci à vous. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc.
Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grandes écoles chantent. Des livres en tout genre ponctuent cette 22e édition du Salon du livre francophone. À 19h ce soir, ne ratez pas la signature d'un ouvrage atypique signé par un personnage atypique. Bonsoir Père Elisha. Bonsoir Elsa. Votre ouvrage, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est atypique. Vous parlez de théologie en science-fiction. Oui, exactement, oui. Je dirais pour deux raisons. D'abord, je pense que la science-fiction, qui est un genre que j'adore, est portée par sa nature à aborder des questions métaphysiques, question du temps, la place de l'homme dans l'univers, etc. Et puis, je pense que c'est une nécessité que la théologie sorte de son cercle, du cercle des spécialistes, et essaie de le toucher, essaie de toucher un public plus vaste, parce que ce sont vraiment des questions universelles. Et donc, voilà, je pense que d'utiliser un genre littéraire un peu atypique, ça peut être un moyen de... C'est quoi l'histoire de l'esclave des sources? Alors, c'est une dystopie, hein, c'est-à-dire l'imagination d'un monde futur, apocalyptique, après une crise écologique majeure, où il y a une tyrannie dont l'utopie est l'immortalité terrestre. Alors certains amis ou commentateurs m'ont dit qu'on y était presque déjà, hein, que c'était à peine une anticipation. Vous parlez du futur pour parler du présent, voilà, quelque part. Aussi, c'est un des avantages de la science-fiction, effectivement, hein, de donner un message sur le présent en parlant du futur. Et donc dans ce monde, l'élément de résistance est constitué par des moines qui vivent comme les pères du désert, qui est un petit peu le domaine qui m'est familier, quoi, et duquel j'ai venu témoigner. Vous êtes moine, vous êtes ermite, vous êtes professeur d'histoire de l'église primitive à l'USJ à Caslic, vous êtes d'origine gasconne, vous avez été à l'abbaye Saint-Étienne d'Aubazine, cette orphelinat où a grandi Coco Chanel. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Père Elisha? Bon, il se trouve que c'est comme ça, hein. Je suis un Français un peu cosmopolite et c'est pour ça que je me sens vraiment tout à fait à l'aise au Liban et avec les Libanais. Mais c'est ça, vous aimez cet Orient-là, vous aimez ce Liban. Oui. Excellent. Profondément. Merci beaucoup pour Je votre vous en passage prie. sur notre plateau et bonne chance pour la signature. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, s'appeler à la culture me semble une évidence. Mickey, Premier ministre du gouvernement pour la chanson, Mickey dans la bande dessinée. Bonsoir Thierry Belfroy. Bonsoir. Vous êtes journaliste et spécialiste de la bande dessinée. En fait, ça coule dans vos veines. Vous êtes belge, c'est normal. Presque, oui, puisque comme beaucoup de gens le savent, la bande dessinée et la Belgique, c'est une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour qui a commencé avec Hergé. Hein. C'est vraiment lui qui a véritablement mis le feu aux poudres avec Tintin, qui dès 1929 a connu un succès foudroyant, immédiat. Vraiment quelque chose qui a durablement marqué la Belgique, puisque après Tintin, il y a eu toute une série d'autres personnes qui ont voulu avoir le même succès, qui se sont dit, si ça marche pour lui, pourquoi pas pour moi. Et vous parlez de cet âge d'or de la bande dessinée, dans cet ouvrage L'âge d'or de la bande dessinée belge, un très beau livre. Parlez-nous un peu plus de cet âge d'or. C'était à quelle époque et pourquoi on parle maintenant d'un petit déclin, peut-être? Il n'y a pas tout à fait de fin, mais le début, on peut le dater. Le début, c'est 1946, c'est la sortie de la guerre, c'est le moment où se crée le magazine Tintin, qui devient le rival, le concurrent du magazine Spirou, qui lui existe déjà avant-guerre. Il existe depuis 1938 et il accueille ce fameux personnage de Groom, Spirou, qui deviendra Spirou et Fantasio. Sous la plume de Franquin, ça deviendra un énorme succès, mais il manque en face un véritable challenger. Il manque quelqu'un qui puisse faire de l'ombre à ce fameux magazine, et ce sera le magazine Tintin. Alors l'émulation qui va en résulter va donner toute une génération d'auteurs incroyables qui vont tous avoir du succès, y compris à l'international. Il y en a un qu'on a vu, c'est Franquin, mais il y en a bien d'autres. Il y a Peyo par exemple avec les Schtroumpfs. Il y a Maurice, c'est la page suivante je pense, avec Lucky Luke. Non, il n'est pas là, ça c'est Herman. C'est peut-être avant, Lucky Luke, c'est 250 millions d'albums vendus dans le monde, c'est incroyable. Et cette période-là, elle va peu à peu décliner, comme vous l'avez dit, parce qu'il va y avoir d'autres initiatives qui vont être prises, et toutes vont démarrer de la France. Et en fait, au départ, c'est vraiment en Belgique que ça se passe, et il y a cette concurrence entre ces deux magazines qui va faire monter toute une génération. Et après, ça s'use, ça s'émousse un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans tout ça. Et dans les années 70, c'est vraiment en France que ça se passe. Thierry Belfroy, un dernier mot. Tous ces personnages-là que nous aimons depuis qu'on est petit, Tintin, Spirou, Black et Mortimer, les Schtroumpfs, etc. De tous ces personnages, lequel a votre préférence?
Ah, voilà une bonne question. Une colle. Je les aime tous pour des raisons différentes. Parfois parce que le graphisme me plaît énormément, parfois parce qu'il y a une part d'enfance dans certaines de mes lectures. Hein. Tintin, c'est vraiment avec lui que j'ai appris à lire, et Astérix aussi, mais là il n'était pas belge, en l'occurrence il était français. Mais ce sont des personnages qui nous ont guidés depuis l'enfance vers un monde parfois merveilleux, parfois intéressant, parfois drôle, et il nous reste. Mais c'est pas aujourd'hui, quand je regarde en arrière, c'est pas avec uniquement de la nostalgie. Je me rends compte que beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui qui font de la bande dessinée, comme Guy Delisle, qui est par exemple ici sur le salon, sont des auteurs qui doivent à ces pairs, P-A-I-R-S et P-E-R-E-S, vraiment beaucoup. Et en fait, c'est ça qui est intéressant de regarder. Merci beaucoup, Thierry Belfroid, pour votre passage ici au Liban. Merci à vous de m'avoir invité. Elle rêve de la vie d'artiste, la copie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose, à côté d'être seule sur terre, et elle y pense seule dans son lit. Arriver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses, elle aime. Long roman. L'histoire a commencé au XVIe siècle déjà. Alors, au XVIe siècle, dans la production de papier, effectivement, en 1512, il y avait déjà une unité de production de papier par des moines dans le petit village d'Étiva-Clairefontaine, d'où nous venons. Et en fait, c'est par contre au milieu du XIXe siècle que moi, je suis la 6e génération, mon arrière-grand-père a donc repris un moulin à papier et a ensuite installé une machine à papier moderne qui a fait la réputation de Clairefontaine. Et c'est clair, en fait, comme l'eau de roche, ou plutôt comme l'eau de la fontaine. Ce qui fait le label de Clairefontaine, c'est la qualité du papier. C'est quoi le secret de la qualité de votre papier? Alors le secret, on le garde un peu pour nous. Mais enfin, globalement, on a voulu avoir un papier déjà un peu plus épais, parce que 90 grammes, c'est pas le standard qu'on trouve dans pas mal de pays du monde. Donc un papier plus épais, plus lisse, on appelle le velin velouté Clairefontaine, qu'on met en avant et pour lequel, effectivement, les secrets de fabrication sont bien gardés. Et depuis votre grand-père jusqu'à aujourd'hui en 2015, Clairefontaine est devenu le leader français de la papeterie. Et vous employez près de 3500 salariés, 540 millions de chiffres d'affaires annuels, c'est énorme. Ça vous rend fier d'appartenir à une telle tradition de papeterie de qualité? Oui, forcément fier. En même temps, on est un peu tenu par ça, parce qu'on a une filiation, donc on doit être digne également. La fierté, c'est une chose, mais être digne également. Heureusement, beaucoup de projets. Maintenant, la papeterie n'est pas un produit de développement aussi fort que d'autres activités, donc à cause du numérique ou différentes choses. Donc on fait avec, mais c'est clair qu'on a eu beaucoup de développement avec d'autres marques, comme Rhodia, comme Avenue Mandarine, Decopatch, Covadis, Exaconta. Donc un groupe assez diversifié qui nous permet de maintenir un volume important. Et au niveau mondial, vous êtes également bien placé. Le label Made in France plaît toujours, n'est-ce pas? Il plaît dans certains endroits. Malheureusement, au niveau de l'appelle mass market en anglais, c'est clair que les gens n'apportent pas une grosse importance, malheureusement pour nous, à la papeterie et au support d'écriture. Ils ont un stylo très haut de gamme, mais souvent papier un peu premier prix. Donc on essaie de les convaincre. Ça marche pas trop mal. Donc ici, à Beyrouth, mais également au Moyen-Orient, en Asie, on a pas mal de succès. C'est clair que malheureusement, on n'est pas en tête de liste des dépenses des ménages. Et le cahier Clairefontaine, qui a été créé en 1951, est inimitable avec sa couverture vernie et sa réglure violette. Depuis, vous avez beaucoup diversifié votre gamme. Vous offrez quoi actuellement? Alors, pas mal de produits nouveaux, donc on voit derrière nous, donc des produits pour le dessin, les beaux-arts, très important, parce que là, c'est une activité qui continue à bien marcher. Beaucoup de loisirs créatifs.